Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours 1 heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Guy Ménard à l'animation et Pierre Pajot, accompagné de Pierre Pajot. Bonjour, Pierre. Bonjour, Guy. Donc, toujours une émission bien chargée cette semaine. 2 segments sont consacrés au Festival international des films sur l'art, la 37e édition. Nous allons recevoir Mina Rad, iranienne, qui voulait découvrir un peu comme en pèlerinage, l'œuvre de Pierre Perrault. Pour elle, c'était un grand rêve qui s'est réalisé tout dernièrement. Donc, elle nous présente l'avenir du passé, Pierre et Yolande Perrault. Et nous recevons également Bruno Bouliane, un grand ami de l'émission, qui a 2 films au FIFA, donc Jean-Pierre Larocque, Le Fusain et l'Argile, ainsi que L'art de la chasse de Chantal Armé. Mais nous débutons notre émission avec Mathieu Arsenault. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour Mathieu. Qu'on avait reçu pour En Cavale. Oui, En Cavale. Il y a quelques années, et qui revient cette fois-ci avec Tenir tête. Oui. Un film très personnel. Hein? Oui, ça c'est dur d'être plus personnel que ça. Très personnel. Souvent, les cinéastes se mettent en scène dans leurs films, mais toi, tu mets en scène en plus une maladie, guillemets, une dépression. Donc là, c'est... Mais plus tes tripes sur la table peut-être que d'autres. Oui, puis ça a été tout un processus parce que, comme beaucoup de monde, j'aime pas trop me voir, m'entendre, tout ça. Et là, je suis devenu une matière filmique aussi, puis c'est sur l'épisode de bipolarité que j'ai eu, fait que c'était de mettre en scène toute une période où j'étais complètement fou ou déprimé ou tout ça, fait que c'était pas nécessairement non plus des périodes avantageuses pour moi, mais... Tu sais, moi, je suis un monteur professionnel, j'ai comme 20 ans de métier derrière la cravate, puis quand arrive le moment de traiter mon image, c'est comme celle de n'importe qui, là, je suis impitoyable. Puis j'arrive... Même avec toi-même? Ah ouais, bien sûr. Dans la salle de montage, t'as voulu te couper quelques passages, non? Disons, il y a eu plusieurs versions pour arriver au résultat, là, comme, tu sais, j'ai un voice-over que j'ai réécrit, je pense, 150 fois ou un truc comme ça pour arriver à ce que je voulais exprimer, mais... tu sais, je me suis traité comme les 2 autres personnages, Frédéric et Louis, puis ça a été vraiment le fun, par exemple, à faire. Une fois que tu as surmonté la peur de te voir puis de te mettre en scène, il y a un plaisir là-dedans quand même. Parce que, en fait, tu attaques essentiellement une maladie affective qui est la bipolarité, et à partir d'expériences du passé. Parce qu'autant dans le cas de Louis, que dans le cas de Frédéric et de toi-même, c'est une maladie qui datait et que vous en êtes sortis, disons, assez bien. Très bien, dans les circonstances. Dans les circonstances, là, ce qu'on voit par rapport au film. Après la fin de ton film, oui. Oui, puis aussi, on voit beaucoup de gens dans la rue qui restent pris dans leur folie ou des gens qui ont détruit leur famille, qui ont perdu leur emploi. Nous, on n'a rien perdu de tout ça en bout de ligne. On a eu des passages difficiles, mais tout ça est revenu. Fait que je considère qu'on est vraiment des privilégiés d'avoir eu des familles soutenantes, tu sais, pour nous, qui n'ont pas coupé le contact, parce que souvent, c'est ça que les gens font. Quand quelqu'un devient fou, on fait, c'est pas vivable. Là, tu sais. Et c'est un peu ce qui ressort dans le dernier segment. Parce que c'est très, très organisé. Je trouve que c'est vraiment là, en 5 parties. Il y a une évolution, ça, c'est clair. Et le dernier segment, c'est essentiellement, ce qu'on ressent, c'est l'amour des proches qui ont permis à ces gens, autant dans le cas de Frédéric, c'est Julien Fréchette, que la fille de Louis et toi, je veux dire, bien sûr, Alix, à laquelle tu lui dédies le film, qui vous ont accompagné, qui vous ont accueilli, qui vous ont aimé, vous ont permis finalement de retrouver un petit peu un goût de vivre ou un attachement à la vie. Oui, parce que avec cette maladie-là, la phase maniaque qu'on appelle, c'est tellement le fun, c'est tellement intense que t'as pas le goût de revenir dans la réalité. Elle est plate, la réalité, hein? Elle est plate, puis c'est vrai que la réalité, c'est un peu plate, là, tu sais, pour tout le monde, c'est des problèmes. Sauf si t'es en amour. Ouais, en amour, oui. En amour... c'est une belle image, ça, parce que quand on est en manie, on est en amour, mais pas juste d'une personne. Okay. Ça commence, une journée, c'est une personne, l'autre, c'est 3, après 10, puis là, après, tu tombes en amour du monde entier. Puis là, c'est trop. T'exploses. C'est vraiment trop. Oui, c'est trop, mais c'est le fun, là. C'est le fun d'aller là. C'est comme des zones interdites de l'esprit humain. C'est pas croyable, là, jusqu'où on peut aller quand
On s'en rend pas compte, mais les gens ont une chimie du cerveau équilibrée. On vit en équilibre pour être dans la réalité. Mais quand cet équilibre-là se brise, il n'y a pas de frontière à l'esprit humain, en fait. Non. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu mentionnes, et c'est ce que le film aussi nous permet de vivre, c'est cette expérience de l'intérieur que tu as réussi à transmettre à l'écran. Et c'est rare qu'on a accès à cette façon que tu as de décrire finalement le rapport qu'on a avec les autres. Parce qu'on est avec les images que tu mets aussi, là, tu sais. C'est rare un bipolaire qui s'en sort bien, on s'entend. Un bipolaire qui s'en sort bien, qui est cinéaste, qui peut en parler, qui peut faire un film là-dessus, c'est encore plus rare. Fait que moi, j'ai pris cette chance-là que j'avais pour le raconter, puis c'est un drôle de processus parce que c'est un documentaire, c'est supposé être sur la réalité ou quelque chose d'objectif, mais c'est une réalité subjective, c'est une expérience que je fais vivre aux gens. Puis j'ai décidé de ne pas mettre de spécialistes ou de psychiatres tout ça, parce que je voulais être dans l'expérientiel, que les gens vivent ce trip sensoriel-là pendant 1h15. Là, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est parce que le mot bipolaire, on l'entend beaucoup depuis quelques années. Les deux pôles, pôle sud, pôle nord. Mais sérieusement, là, c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un où le mot devenait concret. Comprends-tu? Parce que c'est du vrai monde, avec des vraies expériences. Pour moi, le mot bipolaire, tout à coup, est devenu tangible et est devenu... il m'a touché. C'était ça le but, là, c'est que le mot bipolaire, qui est très répandu, le concept... Mais là, c'était... Tu sais, on va dire... les gens vont utiliser ça à toutes les sauces parce qu'ils ont des variations d'humeur et tout ça, mais là, c'est pas vraiment de ça qu'on parle. Là. On parle de gens qui vont vraiment loin sur des gros highs dans la folie, qui vont très loin dans la dépression aussi. C'est dans des états mentaux extrêmes. Là. On peut pas utiliser ça juste parce qu'on se sent moins bien une journée. Là. OK. Donc, il y a vraiment une inflation du mot parfois. Hein? Ah, complètement, oui. Puis aussi, c'est un peu complexe parce qu'il y a différents types de bipolarité. Puis des fois, c'est mélangeant, évidemment, parce qu'il y a un type de bipolaire qui vont varier plusieurs fois d'humeur dans une même journée, qu'on appelle les cyclotimiques. Et il y a ceux qui ont des longs cycles, comme ce qu'on voit dans le film. Comme Louis. Comme Louis, Frédéric et moi, où là, c'est des longs cycles, puis ceux-là, ils peuvent aller vraiment loin dans la folie, entendre des voix, des hallucinations. Fait que, tu sais, ça se rapproche un peu plus de la schizophrénie, par exemple. Oui, c'est vrai, mais la schizophrénie. C'est le même mot pour décrire deux maladies très différentes, en fait. Et tantôt, je le mentionnais, les expériences vécues, par toi, Frédéric et Louis, sont du passé. Oui. Et votre équipe au complet, parce que malgré tout, tu es à la caméra pour montage, mais tu es accompagné de quelques autres, vous avez réussi à transposer ce passé-là au présent. Oui. Et ça, c'était pour moi le grand défi, et vous en sortez admirablement bien, parce on suit votre pèlerinage. Essentiellement, dans ton cas, tu t'en vas à San Francisco, une autre part dans ses folies, je veux dire, de photographe qui va devenir émergente et qui va être connue à travers le monde, l'autre qui s'en va à l'autre bout du monde en Europe. Et donc, soit à travers des images d'archives, soit à travers de la mise en scène, soit à travers, finalement, l'œil du cinéaste, tu réussis à rendre finalement cette expérience au présent. Et ça, il y a tout un beau travail de mise en scène. Ouais, c'était le gros défi. Comment... parce que je voulais pas faire un film non plus avec des bipolaires qui sont malades en ce moment. Je trouvais qu'éthiquement, c'est dur à défendre de montrer des gens dans leur vulnérabilité puis ça. Puis j'ai décidé avec Louis puis Frédéric, c'était la première fois que je filmais des artistes. Puis il y avait une genre de collaboration qui s'est installée où eux m'amenaient leurs idées puis tout ça. Puis on a décidé de faire pas tellement des reconstitutions, mais des évocations. Ouais. Fait que, par exemple, Frédéric
elle, son épisode de manie, ça s'est déclaré qui était dans un gala qui s'appelle les Prix Créa. Ça s'est déroulé en 2015. As-tu le film? Il y a la scène, il y a le stage, il y a le mot créa sur l'écran, donc c'est comme... On est retourné en 2018. Okay. J'ai dit, remets ta robe que tu avais à l'époque, on va te recoiffer, maquiller. Puis j'ai pas demandé de jouer la folle, là. J'ai juste dit, non, tu retournes au Prix Créa, je te filme. Sauf que je l'ai filmé pendant 22 heures de temps consécutives. Puis à la fin, au party des Prix Créa, les deux, on était en transe, là, littéralement, là, complètement fatigués. Puis là, elle s'est mise à danser n'importe comment devant un mur de lumière, puis ça a donné des images magnifiques. Oui, il y a des images très fortes, là. Très fortes. Surtout que dans le texte, ça parle là, des trous de lumière, je sais pas trop. Oui, là. c'est ça. Fait qu'on s'est amusé dans ces créations-là, dans ces évocations, sans tomber dans le jeu poche, reconstitution, là, tout ça. Fait que c'est... Oui, comme la scène que j'ai bien aimée aussi. Il dit, je fais de la plongée sous-marine, puis de filmer sous l'eau, je trouvais que ça créait... moi, je trouvais que ça créait comme un effet là, de high, là, de sorte de... Hein, de rêve, je sais pas quoi, là, ça, c'est un drôle de hasard, parce que moi, j'ai fait une formation de plongée sous-marine là, dans les dernières années, puis il y avait une fille qui filmait là, tu sais, qui fait des vidéos pour les touristes, Puis là, j'ai acheté ces images, tu sais, puis... J'ai mis ça dans le film parce que c'est bien shooté, puis c'est cool, la plongée sous-marine. Ça cadre avec le sujet, je trouve. Oui, puis parce que quand on est en plongée, on atteint un état d'équilibre avec notre respiration. On peut monter ou descendre, mais à un moment donné, tu atteins un point d'équilibre, puis ça reflète bien la bipolarité, tu sais, en fait. Et le jeu des couleurs. Mm-hmm. Dans ce film, aussi, doit être souligné. Bon, dans ton cas, tu utilises beaucoup le rouge. Ouais. Régulièrement, Frédéric revient avec ses idées qu'il faut qu'elle colore sa vie parce que c'est une tache noire à laquelle elle va y ajouter de la lumière. Le personnage de Louis, il faut pas tout dire, mais dès le départ, il est illuminé comme un arbre de Noël. Ouais, lui, c'est Noël. C'est le rouge et le vert qui m'a inspiré pour Louis. Oui, c'est ces petites ampoules. Hein? Mais ça, c'est un défi pour moi parce que c'est deux... C'est un agencement qui me fait mal, là, esthétiquement, le rouge et le vert. Mais ça revient constamment parce que même Alice, elle est dans le vert. Oui, Alice, c'est dans le vert. Elle est dans le blanc et le vert. Toutes ces constantes reviennent. Je n'ai peut-être pas voulu, mais ça fonctionne. Et ça nous passe d'un segment à l'autre sans aucun problème. Oui. Puis, pour moi, pour témoigner de ma manie, c'est sûr que la réalité devient magnifiée. Hein. C'est comme si on avait pris de la drogue forte à répétition, là, genre 20 pilules d'ecstasy dans une journée. Fait que c'est sûr que tu vois pas les choses de manière ordinaire. Puis, là, des images un peu banales de Californie, tout d'un coup, tu les mets en rouge, puis t'es là, t'es dans la folie de quelqu'un, puis c'est trippant. Là, il y a beaucoup de plans aussi, de déplacement en auto, les routes ou... c'est parce que moi, j'étais en road trip, là. J'ai roulé 3000 km une caméra subjective sur une route, surtout illuminée comme ça, je trouve que ça fait voyage, trip, tu sais. Oui. Je vais faire un trip, là, le mot trip dans les deux sens. Oui, le gros trip, c'est ça. Et ça illustrait donc visuellement... Mais je n'étais pas loin de David Lynch en passant. Ah ouais, c'est ça. Avec les couleurs en plus. C'est sûr que le plan de Lost Highway, le mythique avec les lignes jaunes, ça m'a marqué. Je trouve que c'est un des plus beaux plans du cinéma. Puis c'est assez simple, filmer ça, mais en même temps, il y a une solitude dans la nuit, quelque chose d'inquiétant, quelque chose de beau là-dedans, quoi. Oui, puis ça résume assez bien peut-être aussi l'état des personnages de David Lynch. Oui. On sort des sujets. Dans le film, bien sûr, on parle beaucoup de Frédéric, on parle beaucoup de toi, on parle beaucoup de Louis, mais la part aussi des gens qui les accompagnent. Oui, toujours. Pour moi aussi, c'est primordial au film. Écoute, la fille, c'est capital. Hein? La fille de Louis, c'est la capitale. Sophie, tout ça, mais la fille de Louis en particulier, elle, c'est incroyable. Moi, son témoignage, je le trouve. Oui, puis c'est parce que Louis, il a été malade pendant 60 ans, disons. Puis elle, comme enfant, elle a vécu tout ça. Fait que c'était une histoire en soi, là, dans le film, vivre avec un père bipolaire. Oui, c'est sûr. Mais chaque personnage apporte quelque chose. Autant Julien, qui accompagne Frédéric, est très sobre
dans sa façon, je veux dire, de vivre avec Frédéric. Je veux dire, bon, oui, elle est bipolaire, mais lui, il la voit pas comme ça. Il l'a accompagnée, il l'a accueillie. Donc, tu sais, il y a aussi, je veux dire, un contrepoint à travers ce personnage-là. Et dans ton cas, bien sûr, ben, c'est ta compagne. Alice aussi. Et il y a certains moments qui sont très, très touchants lorsqu'elle mentionne... c'est surtout l'histoire de l'enfant, là. Ben, c'est là que c'est le plus... Oui, parce qu'Alix... elle fait des choix, là. Ben oui, Alix était enceinte de notre deuxième enfant quand moi, je suis devenu fou. Puis, tu sais, je suis parti, j'ai vidé mes REER, j'ai vidé le compte en banque. Là-bas, j'ai rencontré peut-être une autre fille. Je voulais devenir un gourou. Ta sœur cosmique. Ma jumelle cosmique. Je voulais faire être un gourou dans la Silicon Valley en Californie. Fait qu'elle, c'est sûr, t'as un bébé dans le ventre, le bonhomme est parti, toute la vie chère. C'est sûr qu'elle a songé à un moment donné à se faire avorter dans tout ça. Mais elle a été forte, elle a été capable de faire la part des choses, que j'étais malade, puis elle a décidé de le garder. Fait que c'est sûr que c'est un moment super touchant, puis c'est comme un petit miracle que notre Jules soit sur Terre là, aujourd'hui, qui ait survécu à ça. Il est magnifique. Surtout la tour, on va pas tout dire, mais la tour fait une très, très belle scène. Mais également, il y a Jules, mais il y a Lou. Oui. Et je trouve que le choix que ta compagne a fait, à ce moment-là, aussi est audacieux. C'est-à-dire que oui, j'ai une petite fille qui doit avoir quoi à l'époque? 3 ans. 3 ans. Et oui, son père est malade, mais elle a besoin de son père. Oui. Et moi, je prends le risque, je veux dire, face à cet homme-là malade, je veux dire, de permettre à ma fille, je veux dire, de l'accompagner. Et c'était fort audacieux. Et finalement, c'est peut-être cet élément-là qui t'a permis de revenir tranquillement sur Terre. Complètement. Puis moi, je suis pas sûr que j'aurais fait l'inverse. J'aurais eu la tolérance de laisser ma fille aller avec sa mère un peu cinglée. Ouais. Puis c'est vraiment Lou qui m'a ramené et de la Californie, puis qui m'a sorti de ma dépression aussi, qui me donne... Parce que tu sais, ça prend des raisons de revenir dans la réalité quand tu vis ces choses-là. Tu sais, Puis les enfants, c'est des liens puissants qui dépassent tout le reste. Fait que... C'est vrai. Merci beaucoup, Mathieu Arsenault. Très beau film, Tenir tête. Et comme je le mentionne, c'est... oui, il y a le sujet. On a parlé beaucoup, je veux dire, de ce trouble affectif bipolaire, mais également il y a tout le travail de mise en scène, un travail de montage, une organisation qui donne vie et qui donne finalement corps et image à, je veux dire, ce sujet. Pour moi, c'est aussi l'aspect très important. Là. Ouais, je voulais pas faire un film plate, là. Tu sais, parce que déjà, tu dis... Non, ça a pu tomber dans le côté CLSC. Documentaire, maladie mentale, ça va être brun, mais non, c'est l'inverse. Je me suis éclaté, puis j'ai voulu transmettre un beau trip à tout le monde. Là, donc, Tenir tête, est présenté à la Cinémathèque québécoise à partir d'hier. À partir d'hier. C'était notre première, et Cinéma du Parc aussi. Donc, on vous invite à aller voir Tenir tête, de Mathieu Arsenault. Merci. Merci. Merci beaucoup.